Bien, je vous propose de prendre place. Il faut forcer un peu le destin, là. Yannick Tondu est arrivé, il devrait arriver je l'ai vu, il devrait arriver dans quelques minutes. Nous avons 2 heures pour traiter de 4 présentations finalement. Je vous remercie d'être... Pardon ? Oui. Je vous remercie d'être là et je commence tout de suite parce que je vais au début vous présenter un petit peu ce qu'est la IPCR pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est une association qui a un peu plus d'un siècle d'existence, qui a parmi ses membres 120 gouvernements nationaux, des collectivités locales, des membres collectifs publics ou privés et individuels. La vision tient en quelques mots, en fait c'est un forum d'échange et de discussion sur les questions de route et de transport routier. L'objectif est de détecter les bonnes mais aussi les mauvaises pratiques et de les diffuser. Nous devons également prendre en considération les besoins des pays en voie de développement. Et là, je dois dire qu'on n'est pas parfois très bon parce qu'on manque de représentants de ces pays-là. Et enfin, l'objectif est de promouvoir des outils d'aide à la décision. Alors, quelles sont les productions ? Il y a des rapports. Par exemple, en bas à droite de la diapo, vous avez le rapport du comité technique cycle précédent, les séminaires internationaux, le congrès mondial qui a lieu tous les 4 ans, Séoul en 2015 et Abu Dhabi dans 4 ans, en 2019, la revue Route et Route, et puis des produits phares, beaucoup de produits très intéressants sur, par exemple, les tunnels routiers, la sécurité routière ou la neige et le verglas, mais beaucoup d'autres produits sur le site www, j'ai oublié d'insister dessus, piarc.org. Il y a énormément de productions qui sont ouvertes à tous. Il y en a quelques-unes qui sont réservées aux adhérents, mais la plupart sont ouvertes à tous. Les comités, il y en a une vingtaine qui travaillent sur des cycles de 4 ans et aujourd'hui, c'est le comité mobilité durable dans les aires urbaines qui comporte 3 enjeux. Un enjeu de politique, de comparaison des politiques et stratégies de transport multimodal. Un enjeu qui porte sur la détection des solutions, des bonnes pratiques en matière de solutions de mobilité par la route, sans oublier les pôles d'échange multimodaux et les nouvelles mobilités. Et le dernier enjeu qui porte plutôt sur le développement urbain et les transports. Alors le programme. Nous allons avec Mathieu Luzerne, ici présent, qui est le secrétaire francophone du comité. Dans ce comité, nous sommes une trentaine, mais en fait, il y en a une douzaine de membres actifs. Et on a un secrétaire francophone, un secrétaire anglophone et un secrétaire hispanisant. Mathieu du CRMA est donc le francophone. Nous allons tous les deux très vite vous présenter les travaux du comité et nous laisserons un maximum de temps pour que Yannick Tondu, qui est directeur général adjoint mobilité à la métropole Aix-Marseille-Provence, nous parle de leur projet, un projet ambitieux pour donner un coup d'accélérateur au transport métropolitain. Enfin, M. Olivier Ancelet, tiens, je n'ai pas noté ce que vous êtes exactement, vous vous présenterez. Merci d'être venu. Vous nous parlerez des mesures d'optimisation qui sont en cours à l'étude au CRMA sur les voies structurantes, voies réservées aux autocars, sur le BAU, ouverture peut-être au covoiturage lorsque ce sont des voies réservées. Voilà, tous ces sujets sont importants pour la communauté. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Là, c'était la présentation que je voulais faire au début. Je vais maintenant passer à la première partie de la présentation des travaux de notre comité. Je vais essayer de, bien sûr, vous rappeler que les villes, ça ne recouvre pas la même réalité selon les pays, les cultures et l'histoire. Et puis je me contenterai de donner quelques coups de projecteur en lien avec l'actualité française, actualité qui a été marquée en 2017 par les assises de la mobilité. Et donc on va avec Mathieu donner des coups de projecteur sur quelques sujets. Alors, bien sûr, des services de transport, pour quels besoins ? De
quelle demande de mobilité voulons-nous adresser? Quel est le bon périmètre? Où s'arrête le périmètre de la mobilité durable dans les grandes aires urbaines? Et je ferai un focus sur les déplacements les plus longs. Ensuite, nous donnerons quelques coups de projecteur sur les pôles multimodaux, les bus rapid transit, les voies partagées, les approches croisées de la mobilité. À partir des pôles multimodaux, je passerai le flambeau à Mathieu. Alors, il faut faire attention quand on veut faire des comparaisons internationales. Vous avez par exemple là-dessus les densités des aires, des pôles urbains, urban areas, et le code de couleur donne les pays. Alors, il faut savoir que là-dessus, par exemple, le pôle urbain de Paris, c'est en gros Paris et la petite couronne. La densité, Paris apparaît en jaune. Au droit du deuxième trait vertical, la densité moyenne est inférieure à 100 habitants par hectare, c'est-à-dire 600 km², 6 millions d'habitants, c'est Paris plus la petite couronne. Et donc les villes européennes sont en jaune. Vous voyez que les villes asiatiques, et là on parle de morphologie, dès lors qu'on compare la zone urbanisée, non pas l'air, mais le pôle urbain ou l'unité urbaine, les villes asiatiques se distinguent par des densités extrêmement élevées et à contrario, les villes d'Amérique du Nord par des densités extrêmement faibles. En outre, quand on regarde la façon dont ces densités se répartissent en fonction de la distance au centre, on voit que les villes américaines, c'est extra plat et bas. Il y a quelques graphiques dans la 4e colonne. Les villes asiatiques, on les reconnaît à la forte densité qui dure assez longtemps. Et Paris, de mémoire, c'est en haut, la deuxième en partant de la gauche. Donc vous voyez, la moyenne est à 100 à peu près. Et là, donc, on a ce qui se passe dans la zone urbanisée. Donc, bien évidemment, quand on fait des comparaisons, il faut faire très attention. Exemple type, Paris est une ville petite, 86 km², quand on la compare, le Paris administratif, quand on le compare à Madrid, 600 km² ou à Tokyo, 2000 m². Donc on ne peut pas faire des comparaisons en se basant sur les zones administratives. Alors la demande, quel est le périmètre d'étude? Alors là j'ai mis une carte de l'INSEE qui donne tout le secteur autour de Toulouse avec des cercles concentriques. Vous avez la métropole qui apparaît en rose, le pôle urbain en rouge, l'aire urbaine en orange, et puis il y a des pôles qui résistent à l'attractivité de Toulouse, Montauban, Albi, Castelnaudary, Auch, etc. Et puis il y a une zone grise entre les deux et il y a là peut-être, 2 ou 3 000 communes dans ce carré. Et donc, on sent bien que dans toutes ces communes, on a des déplacements liés à la vie locale, dans les centres de vie, que ce soit la ville ou la commune. Ces déplacements sont en général assez courts. C'est des déplacements pour aller faire des courses, pour aller à l'école, pour aller taper dans un ballon. Ils font quelques kilomètres. C'est le domaine des modes actifs et du bus, de la voiture, bien sûr. Et pour vous donner une idée un peu des sujets que l'on traite, là, eh bien, il y a un Sud-Africain qui nous a dit « Ah ben moi, je m'intéresse beaucoup au problème de mobilité courte distance dans les périphéries des grandes villes, là où le territoire est fractionné par des routes, et des routes à grande vitesse où on n'a pas prévu de carrefour pour laisser les gens passer. Et donc il s'intéresse à l'accessibilité au sens large, pas uniquement aux personnes en mobilité réduite, mais aux enfants qui vont aux écoles, ou aux pères ou mères de famille qui vont au supermarché du coin, et qui doivent franchir des voies finalement assez rapides. Et donc on va traiter ce sujet, qui est un projet d'accessibilité au sens large dans les périphéries, en lien avec le fractionnement du territoire. Alors vous avez aussi ces communes qui ont des liens entre elles, c'est-à-dire que la ville de Toulouse, mais aussi la ville de Montauban ou d'Albi, vont attirer des talents et des salariés sur des distances parfois très longues, jusqu'à 80 km et même 120 km au Buenos Aires. Et donc cette attraction s'exerce pour les motifs emploi, l'accès à l'emploi, l'accès à la formation, l'accès aux soins. Ce sont des déplacements assez longs, quelques dizaines de kilomètres. C'est le domaine du ferroviaire, bien sûr, du TER, mais aussi de la route, la voiture. Et c'est là qu'on va trouver, parmi les outils, les pôles d'échange multimodaux, les voies réservées d'Amérique du Nord à Chauvet et les bus rapid transit dont nous parlera Mathieu. Alors du coup, le périmètre que nous nous sommes donné comme périmètre, au fond, le bassin d'emploi élargi, l'aire métropolitaine, c'est-à-dire qu'on prend la métropole, les villes moyennes qui sont autour, des centaines de communes, dont certaines sont des communes de banlieue dans la zone dense, mais d'autres sont des communes totalement rurales.
Et donc on voit qu'on va traiter des sujets sur des densités extrêmement différentes. Alors comment... et donc je vais faire un focus sur les déplacements longs. Alors, comme je le disais, les métropoles et les villes concentrent les services et les emplois. Quels sont les principaux flux longs dans une aire métropolitaine? Peut-on distinguer des catégories? Voilà les questions que nous allons nous poser. Et quelles sont les bonnes pratiques en matière d'organisation des services de mobilité? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je faisais un focus sur des sujets d'actualité avec les débats sur les assises de la mobilité. Alors, par exemple, nous allons prendre... Nous avons pris un échantillon d'une vingtaine de villes en France, moyennes, hors Paris, et pour toutes ces villes, nous avons distingué au centre, la ville-centre au sens administratif, autour le pôle urbain, en gris, la couronne extérieure qui conduit à l'aire urbaine, et puis même l'extérieur, et on va regarder tous les flux, principaux flux, notamment radio, entre ces territoires. Et là, je vais très vite vous dire, on a pris des villes. Alors, je précise tout de suite pour Yannick que je n'ai pas pris Aix-Marseille-Provence, non pas pour lui faire de la peine, si je l'avais mis, ce serait la ligne petit b, mais parce que ce n'est pas une ville radioconcentrique. D'abord, elle n'est pas toute seule, hein. Il y a déjà Aix et Marseille, et peut-être plus, et donc elle ne rentrait pas dans le scope. Voilà, donc si je prends une quinzaine de villes, en moyenne, ces villes font 45 km², 200 000 habitants, 130 000 emplois. Si j'élargis le regard et que je vais au niveau de l'aire du pôle urbain, je multiplie la surface par 10 à peu près, 530 km² en moyenne, je multiplie la population par 2,5, 500 ou 3, 570 000 habitants, et les emplois par 1,5. Et si je vais au niveau de l'aire urbaine, alors là je multiplie encore la surface par 10, la population, elle est passée de 200 000 à 800 000 et les emplois, ils sont passés à 340 000. Ce n'est que des moyennes, mais toutes les villes qui sont là tournent autour de ce modèle. Et si on prend une de ces villes, par exemple Bordeaux, et qu'on regarde les grands flux qu'on imaginait tout à l'heure, on s'aperçoit que la deuxième couronne, c'est-à-dire celle qui est au-delà du pôle urbain, envoie dans la métropole 60 000 actifs, qui rentrent le matin et qui vont sortir le soir. C'est beaucoup 60 000, hein. Sur 4 ou 5 heures de pointe, ça fait beaucoup. Et c'est d'autant plus qu'il y en a 90% qui sont sur la route. Mais il y en a aussi 30 000, c'est-à-dire 50% de plus, qui viennent de l'extérieur de l'aire urbaine et qui vont aller, qui ont leur emploi, dans la métropole. Donc vous voyez qu'il ne fallait pas s'arrêter à l'aire urbaine, finalement. Alors, si on fait la moyenne sur l'échantillon, on peut se répondre à la question, est-ce qu'on peut distinguer des catégories? Alors, vous voyez ici, j'ai mis les chiffres moyens des flux, une matrice extrêmement simple, et on voit que les zones en violet, c'est des flux qui vont du rural, de la faible densité, vers de la haute densité, la ville dense, et donc quelque part, ces flux sont massifiables. Et ça va intéresser Mathieu tout à l'heure, lorsqu'il va nous parler de bus rapid transit, et peut-être Yannick aussi. Le 17 000 qui était en jaune, mais qui apparaît, je ne sais pas de quelle couleur, lui, c'est de rural vers rural. Là, en dehors du transport à la demande et du covoiturage, on n'a pas beaucoup d'idées. Et puis les chiffres en vert, là, 16 000 et 25 000, ben, c'est entre les deux, ça dépend. Hein, voilà. Donc, on peut trouver quelques catégories quand on fait ce genre d'analyse. Alors, il y a 3 échelles qu'on peut considérer également. Je vous ai parlé de l'échelle des besoins, avec une échelle de quelques kilomètres qui correspond à un bassin de vie à la vie locale, et d'une échelle de quelques dizaines de kilomètres qui correspond aux naveteurs, mais pas que. On a vu aussi qu'il y avait des échelles au niveau des territoires. En France, en tout cas, les villes sont petites. Quand on passe à la métropole, on multiplie par 10, et quand on passe à l'air, on multiplie encore par 10. Mais il y a aussi des notions d'échelle au niveau des modes de transport, notamment collectifs, puisqu'il y a des catégories comme le bus, le tram et le métro qui jouent dans la catégorie du local, et des modes de transport comme le TER et le bus rapid transit qui jouent dans la catégorie de quelques dizaines. Et d'ailleurs, quand on prend pour le STIF les statistiques de transport par mode et qu'on divise les passagers kilomètres par les voyages, eh bien on voit que le TER il joue dans la catégorie des 16 km, le métro 6, le bus en grande couronne 5 et les bus et tramways 3. Un petit coup de projecteur sur les pôles d'échange multimodaux. Les pôles d'échange, ils peuvent interfacer 2 ou 3 échelles. Ils peuvent interfacer par exemple uniquement du local avec du local.
Ils peuvent interfacer de la distance quelques dizaines de kilomètres avec du local. Et ils peuvent être d'intérêt local ou régional. Ils peuvent être localisés dans le centre ou en périphérie. La gare, notre gare SNCF traditionnelle, est l'interface de la longue distance avec en général de la courte distance, puisqu'elle est en centre-ville. Nous ne traitons pas les voyages occasionnels, donc je n'en parlerai pas. Et donc, dans le comité, nous avons remarqué qu'il y avait plusieurs types de modèles de pôles multimodaux. Il y a par exemple le modèle de Toulouse, où à Toulouse, vous avez des lignes de métro avec des parcs relais en bout de ligne. Et ces parcs relais ont une fonction stationnement importante, et les gens viennent de la Grande Couronne en autocar, en voiture, je veux dire. Ils laissent leur voiture là, et puis ils prennent le bus ou le métro pour aller sur leur lieu d'emploi. Si maintenant on regarde ce qu'on a appelé le Bus and Rail modèle, qui est le modèle madrilène en gros, vous avez des lignes d'autocar et des TER qui viennent de très loin, 30, 40, 50 km, et qui alimentent des pôles multimodaux qui interconnectent de la longue distance au sens mobilité du quotidien, je ne parle pas du voyage occasionnel, et de la courte distance. Alors, ce modèle madrilène, ils ont obtenu beaucoup de prix sur l'intermodalité parce qu'il est extrêmement performant. Et si on regarde par exemple en volume les passagers par jour qui passent par les 5 ou 6, même 7 premières colonnes, c'est les pôles multimodaux madrilènes. Et puis il y en a un au Japon, à Sendai, qui voit passer tous les jours 250 000 passagers. Vous voyez que Madrid, c'est entre 50 et 300 000. Mais ensuite, ça dégringole très vite. Vous voyez, Massy-Palaiseau, c'est finalement assez faible. Et puis Toulouse, Bordeaux-Rouge ou Balma-Gramont, c'est très très faible. Ce n'est pas du tout les mêmes échelles. Et je vais terminer par... Oui, alors là on a le pourcentage d'interconnexion entre des modes longs et des modes courts. Et je vais terminer par deux images sur des grands pôles multimodaux. Singapour, c'est l'image, la photo que vous avez où on voit bien les lignes de TER en gros, pour faire simple, le Mass Rapid Transit longue distance, et puis la gare d'autocar qui est en bas. Et puis ce petit résumé d'un pôle d'échange madrilène, où vous voyez qu'au même endroit, je dirais même sur la même verticale, puisque tout ça est desservi par des escalators, vous avez des bus urbains avec 15 000 passagers par jour, 17 lignes, des lignes qui vont à 30, 40, 50 km du centre avec 57 000 passagers par jour et 27 lignes. Il y a quelques lignes Macron, entre guillemets, mais on n'a pas le chiffre. Il y a 3 lignes de métro qui voient passer 100 000 passagers par jour et du TER, en gros, 27 000. Donc vous voyez, on a deux modes longs, 57 000 et 27 000 pour le TER, qui s'interfacent avec des modes courts, 100 et 14. Voilà, j'en ai fini pour les 2 ou 3 coups de projecteur que je veux donner, et je passe le flambeau à Mathieu, je ne sais pas ce que tu nous racontes. Voilà, le BRT. Donc Mathieu Luzerne, je suis chargé d'études en conception multimodale au CEREMA Méditerranée et secrétaire francophone au comité technique B3 de la IPCR. Donc, comme disait André, je vais enchaîner avec un coup de projecteur sur les BRT. C'est un sujet qui a déjà été beaucoup traité dans le rapport du précédent cycle du comité B3. Donc je vais faire un petit retour sur ce qui s'y est dit. C'est un concept qui existe depuis les années 70. Donc BRT, c'est plutôt le terme américain. Et en Europe, on aura plutôt tendance à appeler ça le transport à haut niveau de service. Donc c'est en fait un concept où on a une volonté d'avoir un mode de transport rapide qui combine la qualité du transport sur rail avec la flexibilité des autobus. Donc comme disait François Rambaud, qui est l'expert français en BHNS, c'est la volonté de faire du tram avec des bus. Donc ce qui est intéressant avec le BRT, c'est qu'on a connu un fort développement partout dans le monde, avec différentes formes de représentation que je vais vous présenter sur les diapos suivantes. Donc on a d'abord en Amérique latine, qui est vraiment le pionnier du développement du BRT, avec une apparition dès les années 70, où on a eu vraiment la volonté de faire du réseau structurant, un investissement massif dans l'infrastructure, avec une réorganisation de la route, du site propre intégral, des arrêts en pleine voie,
Donc ils ont investi le BRT comme le mode de transport structurant des transports collectifs. Du coup, il y a eu un très fort succès en Amérique latine sur ces réseaux-là, et parfois même un succès plus fort que ce qu'ils avaient prévu. Donc c'est ce qu'on voit sur la diapo du bas, où on a vraiment une population qui cherche à rentrer dans les transports, et le service est même sous-dimensionné par rapport à la demande, alors que quand on voit les photos du dessus, on a vraiment l'impression qu'ils ont mis les moyens. On a l'exemple de l'Asie aussi qui est très intéressant. Donc en Asie, ils sont venus plus tard sur l'investissement dans les BRT, à partir des années 2000, avec 3 générations de projets. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont appris en faisant, ils ont fait très vite, donc ils ont appris très vite. Et donc là, la première génération de projets, c'est une volonté vraiment de mise en place du service. Donc ils ont développé rapidement les arrêts, l'offre. Donc ça allait très vite, et on voit que parfois on a aussi des problèmes quand on va trop vite sur tout ce qui se passe à côté, le service. Et ici par exemple, donc on a l'arrêt TC qui est en pleine voie, et c'est les traversées de chaussée qui posent question en termes de sécurité. Du coup, dans les années 2005-2010, il y a eu une deuxième génération de projets où ils ont investi encore plus fortement, avec beaucoup d'argent dans l'infrastructure, dans les arrêts. On voit donc là des aménagements de sites propres intégraux, avec grosso modo une infrastructure pour les TC qui vient de se superposer à l'infrastructure routière. Donc c'est de l'investissement lourd. Du coup là, le traitement des arrêts est beaucoup mieux aménagé, mais ils ne sont pas encore allés jusqu'au bout du système. Il a fallu attendre la 3e génération, donc là c'est les années 2010, où en fait le projet de BRT est venu vraiment c'est un projet complet, c'est-à-dire on a à la fois l'offre de service et on a aussi la connexion avec les autres modes de transport, donc la connexion avec le métro, l'intégration urbaine, un peu à l'image du tramway français avec la requalification des espaces urbains, donc un projet vraiment complet d'aménagement. Et puis on a l'exemple européen. Donc comme le disait André, on n'a pas la même forme urbaine, on n'a pas la même densification. Du coup, on a une forme de BHNS qui est différente en Europe, parce qu'on vient desservir des plus petites zones qui sont moins denses, qui sont plus éclatées. Du coup, on a un tramway, un tramway c'est une erreur d'ailleurs. Lapsus révélateur, donc on a un BRT qui cherche sa place par rapport au tramway en Europe. Et notamment, il y a beaucoup d'endroits où, lorsque le tramway était déjà implanté, le BRT n'a pas réussi à s'implanter. Il n'y a qu'en France où le BHNS a vraiment trouvé sa place dès le début. Donc maintenant, ça commence à se développer sur d'autres villes européennes. Mais c'est vraiment le système français où le BHNS est venu compléter l'offre de transport avec une recherche d'optimisation et d'utilisation raisonnée des moyens. On n'est pas sur de l'investissement massif dans l'infrastructure comme on a pu le voir sur les exemples précédents, mais on est plus, donc là la photo du bas c'est un site propre central qui va servir de manière réversible dans un sens ou dans l'autre en fonction des besoins. Du coup, ce qu'il y a de similaire à tous ces projets, c'est vraiment la volonté d'avoir une approche système, ce qui correspond à la diapositive du bas, avec bien sûr de l'investissement sur l'infrastructure. Mais donc l'infrastructure, c'est la voie réservée, mais c'est aussi la station d'arrêt, c'est aussi les connexions avec les autres modes, mais aussi de l'investissement sur le matériel, sur le car, sur sa qualité, sur son identification, sur son confort, et une recherche d'une exploitation avec de la régularité, de la fréquence, et vraiment une ponctualité, un service important et soutenu. Et après, on a des différences en fonction des contextes, qui sont véritablement liés à la forme urbaine, aux besoins de desserte et à la place du système dans l'organisation générale des transports collectifs. Il y a un autre système qui est en fort développement actuellement, c'est l'utilisation de l'espace de la bande d'arrêt d'urgence pour renforcer la compétitivité des TC. Donc là, on y reviendra sur les présentations suivantes, donc je ne vais pas en parler plus, mais juste pour dire que l'objectif, c'est d'améliorer la régularité des transports en commun, tout en profitant d'une certaine facilité de mise en œuvre. Donc là, je vais faire un petit focus sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont mis en place des voies réservées pour les TC, au départ, dans les années 60. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, aux États-Unis, on n'a pas trop de problèmes d'espace. Donc, ils ont mis en place des voies réservées en faisant
des élargissements routiers, en allant chercher des voies supplémentaires. Et du coup, lorsqu'on utilisait ces voies que pour les transports collectifs, ce n'était pas assez efficace. Donc très rapidement, dans les années 70, ils ont transformé ces voies réservées TC en voies réservées covoiturage. Donc ils ont rajouté des services de covoiturage, les covoitureurs dessus. Et ils ont fait tourner ça pendant quelques années. Et après, il y a eu donc différents résultats. Il y a certains projets, 2/3 des projets qui ont très bien marché. Et il y a 1/3 des projets où il y a eu des difficultés, soit parce qu'il n'y avait pas assez de monde sur la voie réservée covoitureur, soit parce qu'il y avait trop de covoitureurs. À ce moment-là, s'il y avait trop de covoitureurs, c'est-à-dire de voitures avec 2 personnes, ils ont transformé ça du covoiturage à 3 personnes, ce qui généralement fait fortement chuter les chiffres. On se retrouve avec une voie réservée covoiturage qui n'était pas assez utilisée. Donc ils sont passés sur une nouvelle catégorie de projets, les HOT, où en fait c'est une voie réservée covoitureur sur laquelle on rajoute la possibilité aux autres usagers de l'utiliser, moyennant un péage. Du coup, ils ont vraiment cherché à maximiser l'usage et l'efficacité de la voie réservée en adaptant la demande en fonction du service et de l'offre qui était disponible. Et donc là, ils sont depuis les années 2010 sur une nouvelle stratégie de régulation financière de leur voie que je vais vous présenter, mais juste après les photos. C'est aussi des illustrations des voies réservées covoiturage aux États-Unis qui peuvent prendre différentes formes. Donc on voit sur les photos du haut, c'est des voies uniques qui sont toujours en rive des autres voies de circulation générale. On n'a pas de séparation physique entre les différentes voies de circulation. Et puis les photos du bas, ce sont des voies doubles, où on a donc les 2 voies de circulation généralement au centre qui sont utilisées pour le covoiturage. Et à ce moment-là, quand on est sur des voies doubles, il y a toujours une séparation qui est mise en place. Donc il peut être souple, comme là avec les plots plastiques sur la photo de gauche, ou plus rigide par des séparateurs béton. Donc je reviens sur les stratégies des États-Unis pour améliorer vraiment l'efficacité du système. Donc on a parlé des HOT, donc des voies covoiturage, qui peuvent être statiques ou dynamiques. Dynamique, c'est-à-dire que le tarif du péage peut évoluer au cours de la journée en fonction de la demande. C'est-à-dire que plus on va avoir de monde qui cherche à utiliser la voie réservée, plus le tarif va augmenter de manière à réguler la demande sur la voie. Ils ont aussi ce qu'on trouve en Europe, c'est le système de péage urbain où il y a un cordon qui délimite une certaine zone et donc il faut payer un péage pour rentrer dans cette zone-là, ce qui demande en contrepartie un investissement massif dans les transports collectifs parce qu'il y a beaucoup d'usagers qui vont laisser leur voiture à l'extérieur de la zone, donc il faut être capable aussi de les faire rentrer sur le centre-ville, d'où l'importance des BRT et, comme le disait André, des pôles d'échange. Et puis il y a un système qui est assez intéressant aussi, c'est la tarification régionale, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un tel système où toutes les voies sont gérées dynamiquement. Donc c'est l'illustration de droite qui représente le secteur de Dallas, où en fait les voies sont gérées de manière interconnectée avec des tarifications qui évoluent au cours de la journée. L'objectif, c'est de pouvoir réorienter les usagers. S'il y a une infrastructure qui est trop sollicitée, ils vont augmenter très fortement le péage sur cet axe-là, le baisser ailleurs, de manière à rerouter les usagers sur d'autres itinéraires. Et puis on a d'autres systèmes qui ne sont pas liés directement au péage. Ce que j'ai trouvé assez marrant, c'est en fait ils jouent sur le parking urbain pour adapter la demande. Au lieu de faire payer l'infrastructure, ils font payer le parking à destination et c'est le tarif du parking à destination qui évolue pour réguler la demande. Et puis un autre système aussi qui est à l'étude actuellement aux États-Unis, c'est Pay as you drive, c'est-à-dire on paye en fonction de la distance qu'on parcourt. Donc c'est un système qui viendrait se mettre à l'intérieur de la voiture et qui enregistrerait le nombre de kilomètres parcourus, à quel moment il a été parcouru et dans quelle zone, de manière à faire véritablement payer à l'usage. Et puis j'en finis avec les approches croisées de la mobilité. En fait, ce qu'on s'est aperçu dans le comité, c'est que la mobilité ne pouvait pas être traitée point par point, sujet par sujet. On est vraiment obligé d'avoir une approche croisée pour relier tous les sujets.
Donc, ce qui vous est présenté ici, c'est le cadre conceptuel de la mobilité, du choix de mobilité, des stratégies de mobilité. Ce qu'il faut garder à l'esprit, voilà, c'est la complexité dans le choix de mobilité. La mobilité, ça peut paraître très simple, mais en fait, c'est très complexe à organiser. Ça fait appel à des processus qui sont vraiment propres à chaque individu, à chaque situation, qui peuvent varier très rapidement d'un jour à l'autre. Et du coup, qui demandent à vraiment traiter tous les champs de la mobilité. Une autre approche croisée, c'est l'approche des niveaux de service. En France, on a tendance à travailler le niveau de service routier. C'est-à-dire qu'on regarde si l'infrastructure elle est bonne pour la voiture. Là, il y a donc une partie, un sujet du comité technique qui travaille sur le niveau de service multimodal, donc qui s'inspire de travaux qui sont faits actuellement aux États-Unis et en Australie, où l'idée c'est de combiner le niveau de service pour la voiture, bien sûr, mais d'intégrer aussi la notion de niveau de service de l'infrastructure pour les transports collectifs, niveau de service pour les vélos, pour la marche à pied et pour le transit, pour le fret. Et de manière à avoir une note globale de l'infrastructure qui réponde à tous les besoins de mobilité. L'idée, c'est que voilà, chaque usager, chaque mode de transport a des besoins différents qui parfois peuvent rentrer en conflit les uns avec les autres. Et du coup, il est important vraiment d'avoir une notation globale et complète de l'infrastructure qui intègre toutes ces problématiques. Pour terminer, juste un petit zoom sur le TOD, Transport Oriented Development, qui pourrait se traduire pour le développement orienté pour les transports en commun. Donc c'est un sujet qui peut prendre différentes formes, qu'on retrouve en France sous le nom de contrat d'axe. L'idée, c'est d'aménager en cohérence la planification du territoire et l'organisation des transports collectifs. C'est-à-dire en densifiant autour des arrêts et en organisant les arrêts TC là où il y a la demande de mobilité, là où les gens habitent et là où les gens veulent se rendre. Du coup, c'est voilà, de jouer sur ces deux facteurs qui sont extrêmement liés, les choix de résidence et les choix d'activité et l'organisation des modes de transport. Merci. Merci Mathieu. On va prendre peut-être deux questions. Vous avez des questions sur les travaux du comité après ces présentations très sommaires. Merci. Dans votre comité, les pays les plus représentés ou ceux pour lesquels vous inspirez le plus, je me pose la question parce que dans d'autres sessions, il y a eu des débats sur la complexité du système national et je ne parle pas du système francilien. Et la dernière illustration sur les politiques d'aménagement en fonction des politiques de transport, c'est ce qui se passe d'une certaine manière avec le Grand Paris et le Grand Paris Express et puis toute la politique de valorisation autour des gares du Grand Paris Express. Donc voilà, c'est une question un petit peu sur les origines de ces analyses ou des illustrations, d'où viennent-elles? Si on regarde des pays les plus actifs, les plus représentés, en gros on a le Japon, la Corée et les pays latins, enfin l'Amérique du Sud, la France bien sûr. Mais les États-Unis sont assez bien représentés. Par contre, on constate qu'il y a des pays qui n'ont plus les moyens d'envoyer de représentants. Le Canada, pour prendre un exemple très concret. Des pays où on aurait aimé avoir davantage de représentants, c'est les pays nordiques, Suède, etc. Parce qu'ils ont une culture des modes actifs qui est extrêmement intéressante. Et là, on a du mal à les faire venir. Je ne sais pas ce qui se passe. Et ça dépend un peu des cycles. Par exemple, il y a 2 ou 3 cycles, on avait beaucoup de représentants de l'Espagne, d'où les réflexions sur le modèle madrilène que vous m'entendez rabâcher sans arrêt, et bien là on n'a plus d'espagnol, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc c'est très variable. On a une chinoise, ce qui nous a permis d'aller voir ce qui se passait en Chine, donc c'est très variable. Une autre question? Yves. Juste une question, parce qu'en fait, on parle aussi de ce genre de développement en France.
Comment on se situe par rapport à ces pays? J'ai un peu l'impression qu'on est en retard et qu'on patine un peu. Moi, j'ai le sentiment qu'on nous parle de ça depuis 10 ans, puis que ça avance pas beaucoup. Je ne vais pas répondre parce que je suis juge et parti, mais je vais laisser Mathieu. C'est difficile de répondre à ça. C'est assez difficile de répondre à ça. Je ne peux pas dire qu'on soit en retard, maintenant je ne vais pas dire qu'on est en avance non plus. C'est un sujet qui est en cours d'actualité, c'est le sujet sur lequel on avance. Le sujet par exemple des voies réservées sur bande d'arrêt d'urgence, aujourd'hui ça existe en France, il y en a de plus en plus et c'est le cas partout dans le monde. C'est quelque chose qui marche très bien. Le sujet du covoiturage, il y a d'autres pays qui sont peut-être un peu plus avancés que nous, mais c'est quelque chose qui devrait sortir dans les années qui viennent. Sur les pôles d'échange aussi, il y a des initiatives. Après, c'est vrai que ça reste assez local. C'est lié à des politiques vraiment très locales. Mais on a des projets ambitieux et on aura une présentation juste après. Merci, c'est une belle transition et puis on voit que les jeunes sont optimistes, Yves, hein, c'est très bien. Donc, Yannick, peut-être on va te passer le flambeau. Alors, oui.